C'est gai d'avoir 29 ans, hein. Certainement, beaucoup d'entre vous connaissent le portrait chinois, qui a donné lieu au questionnaire de Proust. Pas que Proust ait inventé un questionnaire, simplement Proust a répondu au questionnaire chinois. Et on a dit le questionnaire de Proust. Et alors, en plus de ça, Bernard Pivot, dont le questionnaire a été copié par le présentateur d'Acteurs Studio que tout le monde regarde le samedi soir sur sa télévision, et qui est en fait le principe du portrait chinois, c'est de détecter certains aspects de la personnalité ou d'identifier des goûts, des préférences à travers un questionnaire qui est entièrement basé sur l'identification avec des objets, des éléments ou des gens ou des personnes. Alors je me suis dit, au fond, ça mettrait un petit clin d'œil de demander à nos orateurs du jour de leur soumettre le questionnaire de Proust, ou bien de Pivot, ou bien le portrait chinois. Non? Attends, je suis trop loin. Donc, à Jérôme, on a posé, si tu étais une voiture, qu'est-ce que tu serais? Il a répondu une Audi. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Un zèbre. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je suis toujours différent. D'accord. Ah, oui, d'accord, oui. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce qui est what do you hate the most? Qu'est-ce qu'il aime le moins? C'est l'hypocrisie. Et je regarde Baudouin, parce que Baudouin sait pourquoi je le regarde, on le verra tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il préfère le plus? Le chocolat. Alors ça, j'ai bien rigolé. Voilà, ceci étant, thank you for your attention. Et puis, je me trompe chaque fois. Maintenant, nous accueillons Baudouin Dubuisson, qui est un petit peu plus âgé que Jérôme, qui a une grande carrière déjà derrière lui et encore une grande carrière devant lui, qui a travaillé dans des cabinets ministériels avant de reprendre la société Hériplast. Et avant ça, Baudouin avait fait lycée, qui est sorti en 73, c'est là qu'on s'est connus. Et puis, en 2002, il a repris Nanocil, qui est une société qui, il va vous l'expliquer. Je te laisse la parole. Merci Alain. Oui, donc je vais prendre le temps de vous parler de deux entreprises qui sont deux de mes principales activités. Je ne suis pas comme Jérôme en ligne. Je me contente d'être président, c'est plus confortable, on prend un peu moins de risques. Hériplast est donc une société que j'ai reprise voilà, j'ai trouvé la bonne touche, en faillite en 98. C'était en fait une société en démarrage. Elle avait une ligne de production, un moule, donc un produit. Et elle m'a intéressé parce que j'y ai débarqué comme consultant. À l'époque, je fonctionnais beaucoup comme consultant. Et c'est à la demande de Nivelle Invest que j'étais voir s'il y avait moyen de sauver l'entité en question. Elle m'intéressait parce que, à mes yeux, c'était réellement une rupture technologique. La palette plastique en Europe n'existe pratiquement pas. Il faut dire que c'est un marché gigantesque. Vous avez de l'ordre d'1,5 milliard à 2 milliards de palettes en circulation en Europe, pratiquement 98-99% en bois. Alors qu'en Asie, vous êtes à peu près à 80% en plastique. Aux États-Unis, 30 à 40% en plastique. Et pour toute une série de raisons, hygiène notamment, je pensais que la palette plastique avait de l'avenir. C'était une rupture technologique parce que la palette plastique est traditionnellement beaucoup plus chère que la palette bois. Et ici, nous travaillons en plastique recyclé. Nous consommons pour l'instant à peu près 25 à 30 tonnes de plastique recyclé par jour. Et petite astuce en plus, 40% des approvisionnements nous viennent d'associations humanitaires. Donc nous avons plus de 20 associations humanitaires qui collectent pour nous en France et en Belgique. Nous avons à peu près 400 points de collecte en France. Et donc nous avons de ce fait-là sécurisé tant en volume qu'en prix nos approvisionnements dans un marché qui fluctue énormément. Et ça nous permet de faire vivre des associations. Nous avons acheté à un prix tout à fait correct, un prix du marché, et nous gardons les prix en période creuse, de basse conjoncture. Nous avons acheté pour à peu près 800 000 € de plastique recyclé à des associations humanitaires comme
Chien d'aveugle, Jean-Marie Bigard, pour ceux qui connaissent en France, c'est nous qui rachetons tout. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais ça nous permet de travailler avec des prix matières qui sont de 50 à 60% en dessous de la matière vierge, qui est traitée par la plupart de nos concurrents européens. Il y a à peu près une trentaine de sociétés en Europe. Second aspect, c'était la technologie développée par l'homme qui a créé la société qui a fait faillite, qui était un technicien un peu génial, mais avec un caractère très particulier. Et donc, il s'est retrouvé en faillite et j'ai cru en lui. On a redémarré avec une ligne et un moule. On a maintenant 6 lignes et 7 moules. Pour vous donner une idée, une ligne c'est 2,5 millions d'euros, un moule c'est minimum 300 000 euros. Alors comment on fait ça en une dizaine d'années? Simplement, nous avons repris un peu partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne principalement, des lignes de production qui existaient, mais que les propriétaires ne savaient pas faire fonctionner. Alors soit ils les revendaient au rabais, on en a même acheté une sur Internet, soit ils sont tombés en faillite ou en liquidation, on a racheté. Et donc ça nous a permis de nous équiper. Nous avons maintenant la seconde capacité de production en Europe. J'ai pris comme partenaire Meusinvest et la SRIW, et 20% sont dans le public. Alors, un des problèmes que j'ai complètement sous-estimé, c'est la commercialisation de la palette. En fait, on n'a pas dû s'en soucier pendant quelques années parce que nous étions tellement compétitifs qu'on a travaillé sans commercial pendant des années. Notre chiffre d'affaires grandissait avec nos clients. Quand la crise est arrivée, je vais vous en reparler, on a par contre souffert terriblement en 2008-2009. Les produits sont des palettes monoblocs, ça veut dire qu'il n'y a pas de phase d'assemblage et elles sont d'une résistance tout à fait particulière. Nous avons notamment un modèle qui supporte en charge statique un poids de 14 tonnes. Je mets n'importe qui au défi de faire la même chose avec une palette bois, c'est impossible, c'est pour la sidérurgie. Ce sont des palettes, si je vous montrais le verso, vous verriez que c'est structuré en nid d'abeille de façon à améliorer la résistance. Donc non seulement on travaille en plastique recyclé, mais on a une qualité et un rapport qualité-prix sans compétiteurs en Europe. On est de très très loin les meilleurs en Europe à ce niveau-là. Par contre, on est très mauvais au niveau commercial, moi en particulier. Quelques caractéristiques, elle est complètement recyclable. Ça veut dire qu'une palette qui casse, on la rachète au prix matière à notre client. Il n'y en a pas beaucoup qui cassent, mais un coût de transpalette, ça peut exister. Et on la rachète au coût matière. Il nous est arrivé récemment de racheter une palette, après 10 ans, plus cher qu'on l'avait vendue, parce qu'on la rachète au coût matière d'aujourd'hui. Et 3 minutes après, un coup de presse et on a une palette, une nouvelle palette qui conserve plus de 98% de ses propriétés mécaniques. Donc on n'a pas de problème de perte de... Et une autre caractéristique sur laquelle nous travaillons maintenant, ce sera une seconde rupture technologique. C'est qu'on va introduire la technologie RFID dans nos palettes, donc des puces électroniques de traçabilité. Quand vous avez des palettes en bois qui cassent, inutile d'essayer de mettre des puces électroniques. Nous avons les premiers clients pour le faire. On démarre dans 1 mois la production. Alors, la société s'est bien développée après une mise en train qui a été un peu laborieuse. Il a fallu 2-3 ans pour mettre définitivement la technologie au point. On a dû prendre des risques financiers pour donner confiance à des clients, parce que faire confiance à une société qui a une seule ligne de production, ce n'est pas toujours évident. On a dégagé pendant 5-6 ans un free cash flow qui oscillait de 1,1 million à 1,6 million. On a distribué les dividendes, donc ça s'est pas mal passé du tout. Par contre, la crise nous a frappé de plein fouet, pas de commerciaux. Tout ce qui est transport logistique a terriblement souffert, donc on a une chute de chiffre d'affaires l'an dernier de 45%. Donc on termine en perte avec un cash flow, heureusement encore relativement confortable, de 500 000 euros. Donc notre situation financière ne s'est pas détériorée, mais ça fait mal. Alors on a réagi. Et on a réagi d'une part en investissant notre trésorerie dans des matières, parce que les matières ont chuté. Donc on s'est constitué un très beau stock de matières à des prix très intéressants. On a robotisé ce qui n'était pas encore dans l'usine. Jusqu'en janvier, décembre, nous avions un homme par ligne et par pause. Concrètement, quand on travaillait avec 4 lignes, on avait 12 personnes. Il n'y en a plus maintenant. C'est terminé, ce sont des robots qui font tout. Nous avons pour faire tourner à la limite 6 lignes de production, 2 personnes,
une pour alimenter les lignes, une pour mettre en stock, et c'est à peu près tout. Nous en avons d'autres au broyage pour la préparation des matières.